Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Ici, nous parlons de locks et des personnes inspirantes qui les portent. Je suis Dinanga. Et moi, c'est Fatime. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Ntoyi. Ça va, Ntoyi? Bonjour, ça va super. Merci pour l'invitation. Auteur, compositeur, podcasteur, entrepreneur et bien d'autres choses dont tu vas nous parler. Si vous voulez. Déjà, ton prénom, Ntoyi, Ouais. il y a une signification à ça? Il y a une signification, ça veut dire source intarissable D'accord. et ça veut dire orateur. Ah. Tu trouves que ça colle avec ta personne? Oui, franchement, béni soit ma maman. Elle a choisi un bon prénom. À chaque fois que j'ai la signification, les gens ils sont « Ah, excuse-nous, moi mon prénom ça veut dire prince, chevalier, beau gosse. » Ils ne comprennent pas. Je leur dis « Hey, faut pas attraper ma veste comme ça. » C'est pas moi qui l'ai choisi. Ouais, c'est pas moi qui... Ouais. Et où est-ce que tu es né? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Je suis né à Nancy Mhm. et mon enfance, je l'ai passée avec ma maman. Et après, j'ai eu un petit frère et puis je m'occupe de lui depuis qu'il est enfant parce qu'il est autiste. D'accord. Donc ça fait partie de ma vie, de mon enfance et Mhm. que j'ai grandi vite pour m'occuper de moi et de mon petit frère. Comment est-ce qu'on vit le fait de s'occuper de son frère, être un peu sa deuxième maman, finalement? C'est pas facile, tu vois, c'est quelque chose que tu as un peu subi, mais après c'est quelque chose qui m'a aidé, qui fait la personne que je suis aujourd'hui, parce que je vais développer une certaine bienveillance, je vais prendre plus de recul sur certaines choses, et ça m'a poussé aussi à prendre des choix assez rapidement, faire des choix assez rapidement pour tout simplement me prendre en main, pour pouvoir le prendre en main également après. Ok. Donc ça te pousse à grandir. Oui. À grandir, ouais. Et t'as pas eu de frustration, par exemple Ouais, bah si, tu sais, quand t'es adolescent, tu veux sortir, on t'invite, il y a des concerts, il y a des choses. C'était difficile, tu vois, je devais toujours voir si j'avais pas mon frère. Ouais. Donc c'est comme si c'était mon enfant, littéralement. Mhm. Attends, faut que je voie avec sa maman. Tu vois, donc c'était un peu ça. Donc bien sûr que s'il y a des frustrations, bien sûr que mon petit frère, il est pas né autiste, ça s'est déclaré, il avait peut-être 4 ans, 5 ans. Donc il y a eu comme une sorte de choc, on sait pas ce qui s'est passé. Tu D'accord. vois, ils ont dit autisme parce que il faut mettre un nom sur tout, mais c'est vraiment, je suis parti en vacances, je suis revenu, mon frère c'était une autre personne. Wow. Alors qu'il D'accord. parlait, qu'il chantait, là c'était une autre personne. Ok. Ouais. Et il y a cette frustration-là, parce que Ouais. je me disais, attends, mais l'enfant était normal, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Mhm. Donc il y a ça, et puis évidemment, il y a tout ce qui est... puis il faisait des crises, donc parfois il pouvait être violent, il pouvait jeter les choses par la fenêtre, je revenais des cours, je voyais, attends, c'est pas mon CD de Michael Jackson, ça, par terre Et je voyais mes affaires, il était parti dans ma chambre, il balançait tout. Ah ouais. Et je voyais toutes D'accord. mes affaires en revenant des cours. Donc certes, il y a des frustrations, mais après, c'est... je vais pas dire que je reviendrai pas en arrière, parce que je peux pas, mais c'est de... Si c'était à refaire, je le ferais. Tu vois, ça te pousse à grandir. Mhm. Et médicalement parlant, ils ont pas posé de mots sur cette maladie? Non, ça a été apparenté à de l'autisme. D'accord. En vérité, on ne sait pas. Tu vois, Ok. ça a vraiment été un... C'est comme si je te vois comme ça, et Ouais. puis D'un coup, t'es une autre personne. métamorphose Tu vois, totale. Ok. Et il a quel âge aujourd'hui, ton frère? Il a 23 ans. 23 ans, donc ça fait 20 ans quasiment, quoi. Ouais. Et quand je donnais des cours en école, je voyais les étudiants qui avaient 20 ans, à chaque fois, je me disais, waouh, c'est l'âge de mon petit frère. Ouais. Et lui, il est au niveau, encore, il s'exprime pas trop, il sait pas lire, il sait pas. Ouais. Donc quand je voyais les étudiants, je me disais, waouh, donc c'est ça, avoir 20 ans, c'est ça, avoir 22 ans. Donc c'est... Ouais. Merci pour nous avoir partagé ce bout de ta vie. Et en tout cas, bien du courage pour la suite avec ton frère. Et c'est pour ça que j'ai des locks. Ok. Non, il y a aucun rapport. Mais puisque c'est un podcast sur il fallait trouver un lien. Donc, ouais. Du coup, je vais te poser une question sur tes locks. Combien de locks tu portes sur la tête? Alors, j'ai demandé à plein de personnes de compter, à chaque fois j'oublie. Je pense 112. C'est un peu aléatoire. Hein. Ah ouais 115. 115, 114. Ouais, je sais pas, une centaine. J'en ai beaucoup. Je regrette. Ah, ok. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'étais, à l'époque, quand j'ai fait mes logs, j'étais en 2e année de droit. Ok. Et je m'étais dit, oui, quand elles vont pousser, si elles sont trop grosses, ça va faire comme Bob Marley, j'aurais du mal à les attacher. Alors que, en fait, non. Ouais. Et là, pour le coup, elles sont trop fines, elles s'affinent trop. Donc j'aurais voulu les commencer plus épaisses, un peu comme toi, en fait. Ok. J'ai l'impression... Ah non, c'est vrai que je suis un Mais c'est petit possible peu de réparer ça. Ouais. Ouais. Si Et elle s'affine, ça met bilan. Je sais pas. dans les lieux où elle s'affine, c'est possible de la réparer, en effet. Ouais.
Et même de les doubler si tu les veux plus Ouais, épaisses. ouais. Après, maintenant, je suis habitué, mais c'est Oui. vrai qu'à un moment, je me disais, ouais, je vais les doubler. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que tu portes tes locks? Depuis quand je porte mes locks? Depuis décembre 2014. Ah oui, ça fait un bon moment, ça fait 10 ans. Ouais, ça Quasiment. pourrait être un enfant qui Ouais. est en CM2. C'est ça. Comme Fatim t'a présenté, tu es un serial entrepreneur, tu fais beaucoup de choses. J'aimerais savoir comment tu arrives à conjuguer toutes ces choses. Ben, je respecte mon temps. J'accepte pas tous les rendez-vous, pas toutes les sollicitations. Ça me permet déjà de faire le tri, parce qu'avant, ouais, Ntoi, on fait ça, ok. Ouais, Ntoi, avant. Ok, j'ai accepté tout, donc maintenant, je refuse beaucoup moins de choses, beaucoup plus de choses, ce qui me laisse plus de temps. Et je vis dans mon agenda. Je note tout sur l'agenda, j'ai des routines, j'ai des habitudes, c'est un peu chorégraphié. Je sais que tu danses, peut-être toi aussi d'ailleurs, je sais pas. Non, je danse pas. D'accord. Tu restes quelqu'un de bien quand même. Mais Tu danses. C'est Non. peut-être pas cadré, mais il Non, danse. je danse pas. Il est Ok. congolais. Non, mais alors ça, Fatimata, c'est un peu limite. Alors tu sous-entends? Non, mais vraiment, c'est vraiment, il danse. Il danse. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le genre de gars qui danse pas après, tu le vois en soirée. Ouais. C'est ça. bon, Mais non, comment est-ce que je conjugue? Ouais, je respecte le temps. J'aime le temps. C'était Bruce Lee qui disait que si t'aimes la vie, respecte ton temps. Parce que la vie est essentiellement constituée de temps. C'est que ça. ok. Donc je mets des routines. Du coup, tu arrives à vivre un week-end en 7 jours. Alors, je sais pas si c'est parce que tu as fait tes recherches. Parce que j'ai lu le livre aussi. Non. Mettez du respect sur ce podcast. Bon, soit c'est un hasard, soit c'est... Ouais, non, c'est ça. C'est ce dont je parlais dans mon livre, Le week-end de 7 jours. Que justement, quand tu t'organises, tu peux réussir à être en week-end tous les jours, pas juste 2 jours sur 7, ce qui est trop triste. Et ouais, c'est que de l'organisation, de la structuration. Tu es enseignant également et coach Ouais. pour les entrepreneurs. D'où t'es venue cette passion de transmettre tes connaissances? En fait, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai donné des cours d'anglais quand j'étais plus jeune. Ok. J'ai donné des cours de musique, j'ai donné des cours de danse. Donc, j'ai toujours enseigné d'une certaine manière. J'ai été animateur de centre de loisirs. C'est peut-être le seul travail salarié que j'ai fait en fait de ma vie. Ok. Animateur quand j'étais dans la vingtaine. Et donc, jusqu'il y a 2 semaines, parce que maintenant j'ai 30 ans. Le mec, il dit qu'on a la vingtaine alors qu'il avait 20 ans il y a quelques semaines. Mais non, c'est le seul travail que j'ai fait. Et puis, donc j'ai toujours enseigné. Je sais pas forcément d'où ça vient. C'est quelque chose qui a été né et je kiffais l'idée de pouvoir être payé en partageant ce que je sais faire. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout, tu sais faire un truc, il y a des gens qui veulent payer pour apprendre à faire la même chose. Moi, je trouve ça... Il y a plein de choses que je fais, je me dis, attends, on est en train de me payer pour ça. Ouais. C'est trop bien. Et puis, ton nom veut dire aussi orateur. Ouais. Donc, je pense que ça va de soi aussi. Ça te suit aussi, quelque part. C'est ma maman qui me mettait un peu des coups de pression quand je m'exprimais pas bien. Elle disait, hey, Ntoi, je t'appelle orateur. Ouais. Donc, Ah ouais. c'est pas des eh ben, ou c'est vrai, tu remplaces par c'est véridique. Ouais. Donc, il y a aussi eu cette volonté de m'élever. Trop bien. D'accord. Tout le crédit ne me revient pas. Eh bien, moi, je t'ai connue, comme tu l'as évoqué un peu plus tôt, en tant que formateur, parce que j'étais dans une école, tu étais formateur dans cette école, j'ai été ton élève, et tu as une manière d'enseigner assez, qui sort du lot. Est-ce que tu peux nous partager ta façon d'enseigner? Qu'est-ce que tu as vu, toi? Parce que moi, je sais pas. Tu sais pas. En fait, tu mets en place des petits rituels. Tu parlais de rituels que toi-même... je vous ai fait faire ça. Oui. J'avais Tu as oublié ta pédagogie? Mais j'étais complètement... Est-ce que tu parles des cours où je vous ai faire du yoga et des étirements? Ouais, à fond. Ouais. Ah ouais. Fatim, tu étais une bonne élève. Hein? Oui. Ah non, mais il y a des... Mais je suivais vraiment ce cours parce que c'était le cours le plus pertinent. Je trouvais que c'était le cours le plus pertinent d'un point de vue pédagogique. Tu as une pédagogie... rien à dire, vraiment. Tu arrives à équilibrer la théorie et la pratique. Et c'est un truc que, malheureusement, tous les professeurs ou tous les enseignants ne font pas. En fait, là, tu es en train de répondre à sa place. Pardon. Mais en fait, le cours, il m'a tellement marqué que... Je te laisse répondre. Didanga. Malembe. Mais la pédagogie, non, en fait, moi, à l'école, j'ai eu un souci avec l'école. J'ai un souci avec le système scolaire.
On m'a toujours qualifié quand j'étais au collège, en primaire, de cancre. On me mettait derrière, on faisait passer les séances de révision intenses, les rattrapages, etc. quand j'étais plus jeune. Et on disait que mon avenir était... que j'avais même pas le niveau pour être en filière générale. Ok. Et les cours, je les trouvais pas toujours intéressants. Parce que je trouvais que c'était pas vraiment individualisé et que c'était très écrire. Pas tous. Je suis tombé sur des professeurs incroyables. Et ces professeurs incroyables, je me suis dit que si un jour je donnais des cours, je voudrais m'inspirer de ça. Et j'avais un professeur d'anglais qui nous mettait des clips de Phil Collins, de Michael Jackson, pour nous apprendre l'anglais et le champ lexical de l'écologie, par exemple. Donc je me disais, ça c'est canon, ça me parle. Donc je sais qu'il y a des parties de ma pédagogie qui viennent de ça, que pour moi les cours ça doit être ludique, que vous avez passé suffisamment de temps sur les bancs de l'école, encore plus quand vous arrivez au niveau supérieur. Oui. Pour la majorité, vous n'avez pas envie d'être là. Une grosse partie, il y en a qui sont arrivés là par défaut. Donc je me dis toujours, il faut que ça serve. Et surtout, moi, je suis entrepreneur full-time, dans le sens où je n'ai pas de travail à côté. De travail salarié, ça a été compliqué au début. Et j'ai juste pas envie que vous connaissiez les mêmes galères. Donc c'est pour ça aussi que je mettais autant d'énergie, que je disais, et qu'à chaque fois, quand je voyais quelqu'un parler ou qu'il n'était pas sûr, je disais, non, mais tu te rends pas compte de ce que je suis en train de dire là. Tu te rends pas compte de à quel point c'est important. Je me disais, mais ils sont fous. Moi, je disais, là, je suis en train de leur faire un cours de fou, et il y en a qui sont pas concentrés. Donc c'est surtout ça, c'est que j'ai envie de vraiment d'aider. Vraiment d'aider. Donc j'arrivais, j'avais même pas de programme. Je venais, je disais, il faut leur donner ce dont ils ont besoin aujourd'hui. En tant que formateur, quelles sont tes plus grandes fiertés? Écoute, j'ai des activités de coach pour entrepreneurs. Essentiellement, c'est surtout des femmes que j'aide. Je ne sais pas pourquoi, quasiment tous mes clients sont des femmes. À part les avocats, parce que j'ai aussi, comme je vous l'avais dit, une activité où je fais parler les avocats pour leurs réseaux sociaux. Mais hormis les avocats, ce sont que des femmes qui ont des enfants, qui ont la quarantaine d'années. Donc, peut-être que je les rassure. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est juste quand il y en a qui arrivent à avoir des clients grâce à ça, qu'il y en a qui arrivent à en vivre, tu vois, à développer leur activité. C'est surtout ça. Je me dis, ça change une vie. Parce que moi, le fait d'être entrepreneur, ça a changé ma vie. C'est ce qui me permet de faire ma musique, c'est ce qui me permet de gagner ma vie correctement, d'avoir mes locks sans prise de tête, puisque personne ne peut rien me dire. Et c'était ça le but aussi. Et de pouvoir m'occuper de mon petit frère. Et quand je sais que je partage des clés à des personnes, qu'elles vont appliquer, qu'elles ont des résultats, et que ça leur donne plus de temps pour profiter de leur famille, je me dis, voilà, c'est bon, c'est gagné. Donc c'est ça ma plus grosse fierté. D'accord. Ok. Quel est le meilleur enseignement que tu as tiré d'un professeur? Meilleur enseignement, c'est... T'as marqué. Ouais, non, j'avais des professeurs, je les cite tout le temps en podcast, ils vont dire, bon, Toi, c'est bon, on a compris, ça fait... Mais c'est parce qu'ils me suivent maintenant. Mais c'est ma prof d'espagnol et mon prof d'anglais que j'avais en seconde, parce que justement, ils mettaient en avant tout ce que je faisais du point de vue artistique. Ils allaient voir mon Skyblog, etc. À l'époque, ils me disaient, j'ai vu ta vidéo, c'est très bien, continue. Et c'est cette ouverture d'esprit, d'être vraiment à l'écoute des gens et de leur individualité qui m'a marqué. Parce que ce n'était pas quelque chose que je voyais. Moi, c'était surtout le programme. Tu crées du contenu depuis longtemps, depuis Skyblog? Tu crées du contenu déjà? Je crée du contenu depuis que j'ai 13 ans. Ah ouais? Ouais. J'étais sur Skyblog. Ma première vidéo sur YouTube, je l'ai publiée, c'était en 2007. Ah ouais? Ouais. T'es un pionnier. Alors ceux qui sont lancés en 2007 sur YouTube, c'était... c'est la vision. Je sais pas, c'est ça. Bon, ils sont tous connus sauf moi. Mais... Du coup, comment tu justifierais ça? Moi, j'ai été beaucoup dans le... J'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Je me disais qu'il fallait que je fasse des études. Donc, à un moment, j'ai arrêté. Après, en fait, j'étais pas à fond dans ça en mode... c'est soit ça fonctionne, soit on verra. Moi, j'ai toujours été, notamment à cause de mon petit frère, ou grâce à mon petit frère, j'étais toujours, il faut sécuriser le sac, il faut que je gagne des sous, quoi qu'il arrive. Parce que moi, personnellement, je sais que les choses peuvent fonctionner, j'ai suffisamment confiance en moi, sauf que là, pour venir ici, il faut payer des tickets, il faut payer le café. On a besoin d'argent tous les jours. Donc, tu ne peux pas attendre, si tu es responsable, et encore plus si tu dois t'occuper de personnes, que la chance te vienne comme ça,
pour pouvoir payer tes factures. Et c'était le souci que j'avais quand j'étais à fond sur YouTube, la musique, la danse, etc. Ouais. C'est que je ne pouvais pas y aller à fond parce qu'il n'y avait pas les sous qui venaient tout de suite. Ouais. Et que même quand les sous venaient, c'était des sous... Ouais. J'étais pas sexy. C'était pas ça. Mm. C'est vraiment le problème quand on est entre plusieurs projets. Mhm. On a du mal à se mettre sur un à fond. Je pense que si tu t'étais mis à fond sur YouTube à l'époque, tu aurais une chaîne à plus d'1 million. Peut-être. Parce Mais que, peut-être. excuse-moi de te couper, mais il y a des gens qui créent du contenu, mais excuse-moi, pourri. Et aujourd'hui, ils arrivent à atteindre des chiffres extraordinaires. Donc, Ouais, c'est vrai. si tu t'étais dit, tiens, j'arrête l'école, je me mets à fond sur YouTube, je crée du contenu sur ce que j'aime et tout, donner des conseils aux gens, ça aurait été top. Mais bon, Ouais. je pense que tu n'as pas de regrets non plus. vis-à-vis de Non, ça, j'ai pas de regrets. Et aujourd'hui. puis surtout, à l'époque, 2007, je mettais que mes vidéos de danse Ouais. et mes vidéos de musique. Tu vois, j'avais pas encore cet aspect formateur. J'étais Oui, c'est là vrai, et c'est vrai. Donc, T'étais très je sais jeune. pas, mais pour moi, je suis persuadé que je peux, que en une année, en étant focus sur quelque chose, je vais pas dire que je vais rattraper tout le retard, mais c'est des choses. Enfin, j'ai pas peur Oui, sur ce sujet-là. Je sais qu'une vie peut changer littéralement, ouais. même en 3 mois. Oui, clairement. Qu'est-ce que tu as appris en étant adulte que tu aurais aimé apprendre quand tu étais tout petit ou ado? Que je suis beau. Ok. Voilà. Ok. Tu l'as appris en étant adulte? Ouais, non, moi je manquais de fou de confiance en moi. Tu vois, il y a des gens qui ont réussi à me faire perdre ma confiance. Et ça m'a empêché de faire beaucoup de choses, d'accepter des sollicitations. Et là, quand tu prends conscience de ta valeur, donc là j'ai dit que je suis beau pour la blague, mais c'est juste que j'ai de la valeur, c'est surtout ça. Et si je l'avais su plus tôt, j'aurais, je pense, pris certaines décisions de manière plus éclairée. Ok. Peut-être pas des meilleures décisions, mais j'aurais eu plus de clés pour les prendre correctement. Ok. Ouais. Y a des gens qui ont contribué à ton manque de confiance en toi. Comment Ouais. ça se manifestait? C'était quand, durant ton enfance, ton adolescence? Ouais, non, il y a eu ça, les professeurs, Ok. certains, Ok. pas tous évidemment, mais énormément. Les élèves, beaucoup d'élèves, même certaines personnes de la famille, tu vois, qui vont te tailler. J'ai l'impression de raconter l'histoire de Michael Jackson. Quand il était enfant, on va dire, On va en ça, parler, ça, Michael ça, Jackson. c'est l'histoire des Jackson 5, qu'est-ce que tu me racontes? Mais ouais, donc c'est un peu ça qui te... Et vraiment, en plus vous êtes parents, je pense que l'une des choses la plus importante, c'est la confiance en soi. Ah, Chez un enfant, et ça commence très tôt. Et si l'enfant il n'a pas confiance en lui, mais ça crée des adultes complètement déboussolés. Dans ton livre, tu parles de l'importance d'investir en soi. Ouais. Par exemple, se former au quotidien, et puis aussi d'aller voir un peu ce qui se dit dans les conférences, etc. Mais où est-ce qu'on peut... Parce que c'est difficile de trouver en fait les conférences en question. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est référencé? Comment est-ce qu'on peut orienter nos recherches pour trouver des conférences pertinentes pour nous? Ouais. Bah, écoute, moi j'étais un peu un geek. Ce que je faisais, petite astuce, c'est que déjà, par exemple, quand j'étais dans la danse, à plus à fond, j'ajoutais tous les danseurs que je pouvais sur Facebook. Donc aujourd'hui, ce serait sur Instagram, sur LinkedIn, je suivais tout le monde, donc je savais tout ce qui se passait. Toutes les semaines, le lundi, je regardais les événements qu'il y allait avoir, et sur Facebook, c'est assez référencé. À l'époque, il y a une dizaine d'années, donc comme ça, je savais. Je mettais aussi des alertes Google. Par exemple, conférences, business, et chaque jour, je recevais dans ma boîte mail Google, enfin ma boîte mail, tout ce qui allait se passer à chaque fois que c'était marqué sur Google. Et aussi, j'allais beaucoup aux avant-premières de films. D'accord. Et en fait, c'est grâce au réseau, notamment, que j'ai réussi à savoir qu'est-ce qui se passait, où étaient les conférences. Okay. Et ouais, c'est de Je développer savais son pas réseau. que c'était possible de mettre Une alerte Google. Ouais. Pour faire de la veille. Ouais, c'est ça. Par exemple, moi, un conseil que je donne à toute personne qui s'exprime sur les réseaux sociaux ou qui a un peu une personnalité, c'est d'avoir une alerte Google à son nom. Moi, j'ai une alerte Google à mon nom de Toi.
enfin mon prénom, quoi. Mhm. Et à chaque fois que mon nom apparaît sur Google, hop, je reçois notification. D'accord. Et je sais que dans certaines sphères, Ouais. ils ont tous des alertes Google avec leur nom. D'accord. Pour en revenir à tes locks, quel Ouais. départ tu as fait? Et c'est terrible, il faut que je me rappelle de ma vie un peu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme départ? Déjà, j'avais un projet. Alors, vous allez me dire si c'était une bonne idée. À l'époque, je portais des mèches. En fait, moi, j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs parce que je trouvais ça cool. Je préfère. Ouais, je te disais, Fatima Tak. Ça, j'ai toujours trouvé ça cool. Mhm. Donc, j'ai eu les cheveux longs. Mais je voulais pas attendre, donc j'ai mettais des mèches. Tu vois, les Ok. mèches, je disais, ouais, je peux avoir des mèches brésiliennes. Enfin, c'était pas des brésiliennes, mais voilà, c'était des mèches. Et après, au bout d'un moment, j'ai enlevé les mèches, je voulais faire des locks. Et ça a été des locks qui ont été faites à la main. Donc, je sais À la plus quel main. départ c'était. À la vanille? Non, c'était pas des vanilles. Mais j'ai la photo, si vous voulez, je pourrais Crochet. vous montrer plus tard. D'accord. Mais je sais plus ce qu'elle a Je sais fait. plus. Je sais même pas ce qu'elle a fait sur ma tête. Mais en fait, je voulais faire ses locks et après, juste après, qu'elle me remette mes mèches par-dessus. Donc en fait, je voulais que mes vrais locks poussent et faire genre que j'avais les cheveux longs. Ok. En mettant des fausses locks. Après, elle m'a dit, D'accord. est-ce que tu veux casser tes cheveux? J'ai dit, non. Elle m'a dit, bah fais pas ça. Ouais. C'était une bonne coiffeuse ou pas? Oui, Très bien. tout à fait. Quelqu'un de bien. Exactement. En fait, tu aurais étouffé ton cheveu, la lox n'aurait pas évolué comme il fallait, ça aurait affiné. Non, très bonne coiffeuse. Parce qu'elle aurait pu prendre son chèque, hein, moi je l'ai lui passé. Hein. Toi, que représente la musique pour toi? La vie, franchement, j'écoute pas de musique, je suis misérable. Je me sens pas bien, même parfois je marche dans la rue, je me dis, waouh, en fait, c'est ça la vie quand on n'a pas de musique. Enfin, c'est triste, hein, mais ouais, je sais pas, je trouve tout plus cool en musique. Ok. T'écoutes la musique tout le temps? Souvent. Souvent. Soit c'est de la musique, soit c'est des podcasts. Ok. Mais je suis souvent dans mon monde et Ouais, non, c'est depuis enfant. Hein. Ok. Ça a toujours été depuis enfant. Je me rappelle que je courais, je suis resté devant la radio toute la journée pour entendre une chanson particulière. Et je venais avec mon téléphone, non pas mon téléphone, mon dictaphone, c'était à l'époque, pour enregistrer la musique. Donc c'est ce genre de rapport. Et je faisais pareil avec les clips. J'attendais M6, c'est une chaîne qui est faite pour la musique à la base. C'est ça la jeunesse de M6. Et j'attendais les clips à 5h du matin. Je me levais pour les enregistrer. Donc ouais. Aujourd'hui, il y a YouTube. Oui. C'est cool. Comme ça, je dors un peu plus. À quel âge tu as commencé à faire de la musique? J'ai commencé à faire de la musique à 6 ans, 7 ans. J'ai créé des paroles. Ok. Ouais. C'est précoce tout ça? Ouais. J'ai créé des chansons de love. Ah ouais? Du zouk. Non, je rigole. C'était pas du zouk, mais j'ai créé des chansons d'amour. Ouais. Il y a des musiciens dans ta famille? Il y a des musiciens dans ma famille, ouais, en fait. Mais j'ai pas grandi avec eux. D'accord. Donc, tu vois, c'est des demi-frères, des demi-sœurs, mais qui étaient à l'autre bout du monde. Oui. Ouais. Il y a quand même peut-être une part de génétique qui vient de vos grands-parents. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Mais directement, non, moi, c'était plus... la musique, c'est pas un métier, travail. Quoi. Ouais. Mais ma mère m'a quand même inscrit à des cours de piano. Et je n'ai rien compris. Ouais. Dans ta DA, on ressent beaucoup l'inspiration de MJ, Michael Jackson. Michael Jackson, j'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien sa chanson Rock With You. Qu'est-ce que sa musique t'apporte? Michael Jackson, mais c'est depuis petit, hein, je sais pas comment l'expliquer. Je me rappelle que dans la voiture de mon beau-père, il avait l'album Dangerous et que j'aimais pas la voiture à part quand il mettait l'album Dangerous. Et non, sa musique, je sais pas, c'est une musique qui m'a touché, le personnage, la danse, tout le mystère qu'il y avait autour de lui. Parce que moi, je comprenais pas en tant qu'enfant. Je disais, attends, mais le gars est noir ou il est blanc? Tu vois, parce que je disais, pourquoi est-ce qu'il est devenu blanc? Et je comprenais pas, mais ouais, c'est un artiste qui m'a bercé et qui, même les plus belles rencontres que j'ai effectuées, c'est souvent des gens qui étaient fans de Michael Jackson. Tu vois, même après, quand il est décédé, il y a eu des sortes de rassemblements un peu, parfois qui allaient un peu à l'extrême, qui faisaient un peu fanatique. Mais parmi ces gens, il y a des personnes qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir Michael Jackson sur scène avant sa mort? Alors, j'ai l'impression que je suis vieux. Alors oui, je l'ai vu en 88 au Parc des Princes. Non, j'étais pas né, mais non, j'ai jamais eu l'occasion. Quand il a annoncé la dernière tournée, la This Is It, je me rappelle qu'il y avait les places qui étaient en ligne et j'avais demandé, on m'avait dit, bah non, Ntoyi, d'abord c'est les études, il faut payer les habits, il faut payer ici. Et ouais. C'est triste. Ouais. Quelle tristesse. Non, mais c'est comme ça. Et puis, moi, je suis quand même content d'avoir connu cet artiste de son vivant. Oui.
et qui des artistes comme ça et qui étaient aussi généreux. Tu nous as parlé des cours de piano que tu as suivis plus jeune. Est-ce que tu joues d'autres instruments? Je joue du piano, donc à l'époque je comprenais pas trop le solfège, mais j'ai repris en début de vingtaine le piano, et puis je joue du piano, de la guitare, un peu de basse et un peu de batterie. D'accord. Et ça t'a mis longtemps à apprendre tous ces instruments? Ouais. La guitare, entre le moment où j'ai su jouer un morceau et le moment où je l'ai eu, c'est peut-être écoulé, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Ah oui. Ouais, parce que encore une fois, je voyais l'instrument, je me disais, ouais, ça doit être hyper compliqué, et je savais pas comment jouer. Et j'ai essayé de faire des choses et ça fonctionnait pas. Je pensais que c'était parce que j'étais nul, mais en fait, c'est juste que la guitare, il manquait des cordes, je crois, une corde, et qu'elle n'était pas accordée. Ok. Donc en fait, c'est pas que j'étais nul, c'était que Oui. j'avais pas un bon instrument. Mhm. Et après, j'ai acheté une guitare quand je travaillais en Angleterre, et le jour même, j'ai réussi à jouer un morceau. Donc c'était juste D'accord. l'instrument qui était pas ouais. bon. Donc parfois, on se prend la tête sur des choses, alors qu'on n'a juste pas les bons outils. Ok. Et quelle serait ta collaboration musicale de rêve, ton featuring goal? J'ai toujours envie de dire des blagues, c'est pas bien. Lenny Kravitz. Ah, d'accord. Lenny- Pourquoi? Je sais pas, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. C'est sûrement mon artiste en vie préféré. Et ouais, ce serait cool. En plus, il habite pas très loin d'ici, je pense. Pour de vrai. Sérieusement? Ouais. Ok. Donc ouais, c'est vraiment un artiste que j'ai croisé plusieurs fois et j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Ouais. D'accord. Merci à vous qui suivez ce podcast sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être mis au courant de la sortie des prochains épisodes. Suivez-nous également sur Instagram et sur TikTok, fafa.lox. Toi, cette question, quand je l'ai écrite, je me suis dit, franchement, j'ai trop hâte qu'il y réponde. Tu t'es incrusté au Festival de Cannes. J'ai été invité au Festival de Cannes. Ok, autant pour moi. tu as été invité au Festival de Cannes. Invité. Comment ça s'est passé? Alors, est-ce que vous avez 2-3 heures devant vous? Non, non, comment ça s'est passé là, je revenais des États-Unis, la première fois j'étais à Cannes. Je reviens, j'ai encore envie de bouger. Je regarde sur Instagram, je vois que le Festival de Cannes se déroule, donc là nous sommes en 2019. Je décide d'y aller le lendemain. Je rate mon train, donc je dois prendre un bus pour arriver. Enfin, c'est toute une galère. J'ai fait toute une vidéo en direct où je documentais ça. Et 2 ans après, je suis revenu, sauf que après mon premier Festival de Cannes, je m'étais fait des contacts, je vais rencontrer du monde là-bas. Et après, l'année d'après, j'avais encore fait des contacts. Et ce qui fait que pour le Festival de Cannes 2022, on m'a invité, j'étais accrédité. Je crois que j'ai dû faire une dizaine de montées des marches. Et j'étais aussi à l'espace marché du film. Donc là, en fait, c'est ça le vrai Festival de Cannes. C'est un endroit où il y a les producteurs et les acteurs qui se rencontrent et qui font du business dans le sous-sol. Ce que les gens voient à la télé, c'est le glamour, le tapis rouge, mais ça, c'est vraiment la télévision, en fait. C'est pas le vrai Festival de Cannes, selon moi. Mais c'est un très bon événement. Et c'est à force de contacts. En fait, c'est toujours ça. C'est toujours des contacts. Toujours développer son réseau, toujours avoir de l'audace, qu'au final, les choses arrivent. Et ouais, le dernier Festival de Cannes, c'était vraiment... tout était bien quadrillé. J'avais un emploi du temps, j'avais mes rencontres, j'avais mes épisodes. J'ai fait un concert pour le magazine Forbes aussi. Donc ouais, non, il y avait vraiment tout un programme. Mais c'est peut-être dans ma communication, parce que j'avais posté une vidéo de la montée des marches où j'avais marqué qu'il y a 4 ans, j'étais arrivé à l'arrache et que là, je montais les marches, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont pu comprendre qu'en gros, je m'étais incrusté, faufilé comme ça, mais non. Oui, je t'avoue que je l'ai interprété comme ça. Surtout que tu renvoies cette image de personne audacieuse qui n'attend pas qu'on lui tende la main pour saisir des opportunités. Donc, je suis partie du principe que oui. Non, j'étais invité. J'avais même un sponsor qui était... j'avais même plusieurs sponsors pour ce Festival de Cannes, des marques qui m'habillaient. Donc, tout était... c'était... intéressant. C'était programmé. Ok. Trop bien. Comment tu entretiens tes locks? En les laissant faire leur vie. Ok. Tu fais rien du tout? Si, mais en fait, ça me saoule. Ça m'énerve. C'est trop Parle-lui long. des locks. C'est juste parce que j'aime beaucoup cette coiffure, mais sinon, moi, mon aspect artiste, en fait, adore les locks, mais mon aspect entrepreneur, où je suis vraiment dans l'efficience, le temps. Si j'étais à fond dans mon esprit entrepreneur, je serais rasé, en fait. Mais ça prend du temps, ça m'énerve, ça me fatigue. Donc,
quelle solution j'ai trouvée? C'est de tout faire pour moins faire mes repousses. Ok. Le moins souvent possible. Tu fais combien de fois par an? Je sais même pas. 2-3 fois. 2-3 fois. Tu fais au crochet? Surtout au latching. Latching? C'est comme ça que ça s'appelle, latching. Latching. Ouais. Et crochet, j'ai fait un crochet il y a quelques mois, mais c'est surtout du latching. En fait, je fais mes repousses, c'est pas bien, mais c'est souvent quand je suis censé faire une conférence ou quand je dois être sur scène. Par exemple, il y a TF1 qui était venu chez moi faire un reportage pour le JT de 13h. Tu vois, pour ce genre de choses-là, j'ai fait un peu plus d'efforts. Dire, allez, vas-y, on va tourner les locks, on va rester 6 heures assis. Mais sinon, ouais, je les tourne le 6 moins heures possible. pour tourner tes locks? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah ouais. Et parfois, je vais dans d'autres salons, en 1h30, c'est fini. Donc, je comprends Oui. pas. Vous mettrez combien de temps? Moi, sur tes locks, je mettrais entre 1h30 et 2h. Au crochet broderie, pas faire et une c'est la demi-heure? technique la plus minutieuse, Ok. le crochet broderie. Ouais. Lui, il mettrait 1 Allez. heure et demie. Moi, je mettrais 3 heures, par exemple. Mmh. Mais le twist, ça, c'est ma spécialité. Je mettrais, pareil, 1 heure et demie. Ouais. Non, moi, tu sais, ça. Ouais. Je suis. Oh là là. Ouais, non, c'est. Faut venir chez Papa. Ouais, non, je suis sensible en plus. Ouais. Là, je suis sensible. Souvent, il y a une logistique où, ouais, attends, on n'est pas disponible. Vous avez vu comment je suis avec l'heure. Je suis arrivé une demi-heure en avance. C'est vrai. Et souvent, il y a du retard. Donc, je me dis, je suis en train de perdre. En fait, ça m'énerve. Il y a trop de choses qui font que ça me saoule. Et c'est pas plus mal de les laisser vivre aussi. Les locks n'ont c'est pas vrai. besoin de grand-chose. C'est nous qui faisons nos racines, etc. Mais si on laisse nos cheveux évoluer seuls, les locks continuent leur formation. C'est comme des tranquillement. petites plantes. Oui, tout à fait. Dans ton livre Week-end en 7 jours, dans la partie où tu parles de la gestion financière, comment gérer ses dépenses, à un moment, tu dis que... Enfin, tu parles de personnes qui dépensent sans compter, entre guillemets, et tu dis, voilà, ne prenez pas personnel, j'étais pareil. J'ai acheté notamment des casques assortis à mes chaussures. Ouais. Je voulais savoir, mais d'où t'es venue cette idée? Je sais pas. Le rap, sûrement. Le J'ai rap, l'impression de parler comme les. Vraiment, le rap a un aspect négatif, un impact négatif sur la nouvelle génération. Non, c'est le rap, c'est les rappeurs. c'est les rappeurs. C'est les rappeurs. Ok. Eux, c'était la casquette assortie aux chaussures. Moi, j'étais, Oui. tu sais quoi, moi, je vais faire le casque assorti aux chaussures. Ok. Et du coup, tu avais combien de casques? Trop. Trop, pour ne pas compter. Ouais, non, et puis je l'ai cassé, en fait, surtout. Parce que j'ai acheté des casques qui étaient cheap. Ok. Et ça, c'est jamais une bonne idée d'acheter les choses cheap. Donc, c'est pour ça que j'achète très, très peu de choses. Mais j'achète toujours, je me dis, bon, quelle est la meilleure chose que je puisse acheter? Et ouais, donc c'était des dépenses qui étaient pas smart parce que je faisais toujours le même achat. Tu documentes ton parcours depuis ton enfance. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu étais sûr d'arriver à ton objectif un jour? Pourquoi est-ce que je documente? Parce que déjà, moi, je suis quelqu'un, je connais pas vraiment mon père. Il a envie, mais c'est pas vraiment quelqu'un que je connais. On va pas faire des clashs dans le podcast. Mais voilà, je fais attention à ce que je dis. Et ce que je faisais quand j'étais petit, c'est que je faisais des recherches. J'essayais de savoir qui il était. Je cherchais dans les photos, dans les choses comme ça, dans le courrier. Et je sais que cette envie de documentation, moi, c'était aussi pour ma descendance. D'accord. Que si, quoi qu'il m'arrive, évidemment que Dieu me préserve, mais qu'au moins il y ait une trace. Il y avait cet aspect-là. Il y avait aussi un autre aspect qui était de montrer aux gens que je ne suis pas arrivé du jour au lendemain. Parce que oui, moi j'étais persuadé, je le suis toujours, que j'allais réussir à faire des choses. Et je voulais montrer, je voulais que ça inspire des gens en fait, qui ont la dalle et qui vont penser que c'est impossible pour eux parce qu'ils viennent de tel milieu ou autre. Mais leur montrer que non, regarde, là l'image, je ne peux pas la trafiquer, c'était en 2007, regarde ce que je faisais, regarde quelle personne je cherchais à rencontrer et maintenant c'est un pote, je dors à la maison. C'est ce genre de choses-là. D'accord. Donc c'est plus dans de l'inspiration. C'est vraiment de l'inspiration. Et je m'étais dit, tu vois, par exemple, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Miser sur moi en 2019. Je mettais 10 ans de ma vie de 2009 à 2019. D'accord. Et qui est sur YouTube, Miser sur moi. Et je travaille sur la version de 2029, alors qu'on est en 2024. Ah oui. Dans le sens, j'ai déjà un dossier Miser sur moi, le documentaire 2029, dans lequel je mets des images, etc. Ok. Ah, c'est une organisation
Minutieuse. Ouais. Ah non, moi en général, les pièces, les photos, les vidéos, je les retrouve assez facilement. D'accord, très inspirant. Tu as créé le podcast La Percée. Qu'est-ce que tu ambitionnes avec ce podcast? Plus rien du tout. Ah ouais. Voilà. D'accord. J'ai tué ta question. Non, mais ce podcast, pourquoi est-ce que je l'avais créé déjà à la base? C'était parce que je devais partir en tournée. J'organisais une tournée avec un de mes meilleurs amis dans toute la France et on voulait faire du contenu pour documenter les processus, encore une fois. Sauf que les vidéos à l'époque, j'étais pas vraiment très bon. Je faisais des cadrages bizarres. Donc mon pote, il m'a dit, mais toi, en fait, tu es juste en train de parler, t'as qu'à faire un podcast. Donc à la base, le podcast, il est né comme ça. Je l'avais appelé le show de Ntoi. Je partageais comment est-ce que je me préparais physiquement, mentalement. Et après, j'ai invité des personnes, le podcast a grossi, sauf qu'à chaque fois, je complexifiais. Je me disais, bon, ok, là, on va mettre une caméra, après, on va en mettre deux. Donc, ça demandait plus de logistique. Et ça m'éloignait un peu de certains projets, puisque j'étais tout le temps en train de faire des podcasts et que ce n'était pas mon projet principal. Donc là, La Percée, ça fait plus d'1 an que j'ai plus interviewé qui que ce soit. J'ai juste gardé quelques formats que je fais de temps en temps. D'accord. Par contre, il n'est pas mort le podcast, mais il y a plus vraiment d'ambition comme c'était le cas avant. Je me disais que je voulais être le plus grand podcasteur français, le Joe Rogan, qui est le plus grand podcasteur au monde français, que je voulais avoir une tonne de sponsors. C'est plus mon ambition. D'accord. Mais tu accompagnes toujours les entrepreneurs à créer leur podcast, d'accord. Et quels sont les éléments importants à savoir avant de lancer son podcast? De savoir si tu vas le faire juste comme ça ou si tu veux le faire sur la durée. Déjà, ça change tout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction des podcasts, qui est que la majorité des podcasts s'arrêtent avant le 10e épisode. Donc, il suffit juste que tu fasses plus de 20 épisodes de podcast et tu feras partie, je crois, du top 10% des meilleurs podcasteurs au monde. C'est tout ce que ça demande. Parce que les gens abandonnent très vite. Vous en êtes au combien, vous? Là, c'est... De tourner ou de publier de tourner, on a dépassé les 10. Hein. Bon, je crois qu'on est à 15 épisodes tournés. C'est bon. Félicitations. Merci. C'est très, très bien. Donc, oui, c'est surtout ça, de se dire, ouais, non, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire ça sur le moyen terme? C'est comme la salle de sport. Tu vas pas à la salle de sport une fois en espérant avoir les abdominaux de Usher. C'est juste, tu dis, il faut que j'aille à la salle de sport le reste de ma vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est même pas Summer Body, c'est ta vie. C'est pareil pour le podcast. C'est peut-être pas sur l'échelle d'une vie, mais au moins de te dire, OK, pendant 1 an, je fais ça, je m'arrête pas sur le matériel. Mon premier podcast, je l'ai enregistré avec mon iPhone 7. Et au bout de quelques épisodes, déjà, j'avais des opportunités. Ok. Et c'est vrai que ton podcast, bien que ça fait plus d'1 an que tu ne tournes plus, mais tu as quand même créé beaucoup de contenu. Aujourd'hui, tu es à plus de 300, j'ai vu. 276, je crois. Ah ouais, 276 officiels. Après, il y en a plein d'autres qui sont... t'en as que je comptais pas vraiment. Plusieurs centaines. Toi, est-ce que tu peux nous partager un de tes succès et un de tes échecs? Ouais. Après, maintenant, les échecs, je les qualifie plus d'apprentissage. C'est très cliché, oui. Soyez une lumière pour ce monde, mais j'y crois sincèrement. Mais échecs, non, en fait, j'ai pas eu d'échecs. Dans le sens où tous mes échecs, après, se sont transformés en tremplin que j'ai utilisé pour rebondir et faire mieux. Même d'un point de vue financier, c'est-à-dire que tu as investi dans un business et tu n'as eu aucun retour sur l'investissement? Ah oui, ça, c'est... Oui, mais c'est pas des échecs, dans le sens où ceux d'après, je me suis dit, OK, là, il faut que je fasse attention avec ma trésorerie, il faut que je prévoie mieux, il ne faut peut-être pas que je m'associe avec tel type de personne, il faut que je garde mes masters. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez dit oui, qu'on veut garder notre podcast et qu'on veut faire attention, je dis ouais, c'est bien. Donc, c'est ce genre de choses-là, en fait, c'est que des leçons qui font que c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. En fait, c'est un jeu infini. Quand tu es dans le business, c'est pas comme un match de foot où il se passe 90 minutes, celui qui a marqué le plus de points a gagné. Là, le business, c'est à vie, donc tu juges, enfin, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas. En fait, le vrai échec, je pense que c'est juste si tu arrêtes. Là, et encore, ça peut être en vérité smart de dire OK, stop, j'arrête et j'avance. Et ouais, donc non, pas d'échec. Et les succès, c'est pas de succès. C'est le mec à la question. Mais pardon, question. Non, les succès, déjà, premièrement, c'est de continuer à faire ce que je fais. Parce que c'est pas si simple que ça d'être à son compte depuis presque 10 ans. Déjà, un succès, c'est de ne pas avoir abandonné mes rêves non plus.
Donc, je l'ai fait différemment parce que les aspirations sont différentes. Mais pour moi, c'est un succès. Un autre succès, ça fait très cliché, mais c'est de rendre la maman fière. Ouais. Mettre la maman à l'abri. C'est comme ils disent. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et puis juste d'avancer, d'être en vie, d'être plutôt en bonne santé. Tout ça, je considère que ce sont des succès. Parce qu'après, tout le reste, ce sont des maîtrises qui ont été mises par je sais pas qui. Oui, vendre 100 000 exemplaires de je sais pas quoi. Faire 1 million de chiffre d'affaires. Ouais, non, mais qui a mis ça et pourquoi faire, tu vois. C'est capitalisme. Ouais, après, c'est très bien le capitalisme. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais juste, pour moi, il faut avoir les chiffres qui sont les tiens. Ouais, quels sont les bons aspects du capitalisme? Vous voulez me mettre dans la sauce. Mais non, les bons aspects, c'est déjà que tu peux faire de l'argent. En fait, que techniquement, si tu es dans un pays, ce qu'on appelle développé, entre guillemets, tu peux gérer ton propre destin. Il y a peut-être des gens qui auront moins de chance, mais je pense sincèrement que tout le monde peut s'en sortir. Et que, enfin, si tu as toutes tes capacités, évidemment. Et c'est quelque chose qui est peut-être qui est assez propre au capitalisme. Dans le sens où tu peux monter ton business. Alors certes, il y a des démarches, etc. Mais il y a certains endroits où tu peux pas. Il y a certains endroits, dans certains pays, où ils n'ont pas de médecin, parce que puisque tout le monde est payé au même salaire, les gens se disent autant être serveur, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à faire 10 ans d'études. Ouais. Donc il y a aussi ces aspects-là. Je dirais en fait, ça te donne plus d'incentives à prendre tes décisions et à te dire, ok, je vais faire telle action. Tu vois, c'est comme, par exemple, il y a une différence entre si on t'a donné un héritage, je sais pas, on va dire de 100 000 euros, et tu n'as jamais travaillé de ta vie, on donne 100 000 euros, ou si c'est toi, tu t'es bougé pour avoir les 100 000 euros. Tu vas pas traiter l'argent avec la même valeur, tu n'auras pas les mêmes incentives, et tu n'auras pas la même mentalité. Est-ce que tu peux nous parler de ta pire expérience avec les locks et ta meilleure expérience? Ma pire expérience avec les locks... ma meilleure expérience, on va peut-être commencer par ça, c'est juste cette image de moi qui monte les marches du Festival de Cannes, qui est filmée en 4K par la télé, sur place, et que là, mes locks, pour le coup, elles étaient tournées. J'avais mis des bigoudis, je sais plus quoi, donc elles étaient ondulées. J'avais mis lunettes de soleil My Wax, et là, je m'étais dit, waouh, là, toutes ces années d'huile de jojoba, de ricin, de carapate, de tout ce que vous voulez. ça paye. Donc là, pour moi, c'était un succès. Parce que sur cette vidéo, je me trouve cool. Voilà, je me suis dit, ouais, franchement, that's my man. Et échec, c'est le reste du temps. Les autres jours, quand elles ne sont pas tournées et qu'il y en a une qui part comme ça, je me regarde dans la classe et je suis, franchement, c'est pas cool. Donc c'est plus ça, c'est pas forcément un échec ou une mauvaise expérience, mais c'est juste quand vous avez peut-être déjà eu ce moment-là où tu dis, vas-y, je vais tout couper. Il y a des poussières, je sais pas comment est-ce que je vais couper. Moi, il y a eu plein de fois, hein. Heureusement que je suis pas très excessif et trop spontané, mais il y a eu plusieurs fois, c'était, vas-y, ça me saoule, je vais couper. Et c'était il y a déjà 6 ans. Okay. Ah ouais. On entend beaucoup parler d'indépendance financière, c'est un peu la quête de beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères indépendant financièrement? Je le suis. Okay. J'avais posé la question, et je le suis. D'accord. Je ne le suis pas forcément comme dans le sens où j'ai plein d'apparts et je suis là comme ça, il y a des loyers qui tombent tous les 5 du mois, mais dans le sens où j'ai mes clients, j'ai mon business, j'ai mes business, j'ai ce qu'on appelle mon track record, dans le sens où si tu tapes mon prénom sur Google, il y a des preuves, il y a des clients, il y a des témoignages, il y a du vécu. Et surtout le fait que je peux tout recommencer. Okay. Je peux tout recommencer. Et c'est pas forcément ce que j'appelle l'indépendance financière, mais plus ce que j'aime appeler l'autonomie financière. C'est que je peux créer mes propres sous et que je n'ai pas de limite. Donc ouais. Parce que dans cette notion d'indépendance financière, les gens ils aiment bien associer le temps aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus obligés de travailler. Ouais. Ils n'échangent plus leur temps contre de l'argent. Toi, aujourd'hui, tu as des clients. Ouais. Mais que des clients que j'ai choisis. Tu as choisi, mais tu investis quand même ton temps. Ouais. Mais pour moi, je considère ça comme dans l'indépendance financière, parce que je l'ai fait quand j'étais aux États-Unis, de juste, tu vends tes formations, et puis tu as des sous qui rentrent, et tu fais rien, et c'est chiant. En fait, je pense pas qu'on soit là pour ne rien faire. On est là pour travailler, pour voir du monde. Certes, on peut automatiser les choses, mais moi, je vois pas tant de personnes que ça. Je connais beaucoup de monde, mais je suis très
chez moi, je suis très casanier. Donc, de sortir, de voir quelques clients, de faire quelques rendez-vous, moi, je trouve ça cool. Tu vois, ça me fait des animations. Donc, non, pour moi, l'indépendance financière, c'est le fait que tu puisses faire ton argent et ne pas avoir de limite. Pour moi, tu peux avoir ton indépendance financière avec 2 000 € par mois. Si c'est ce qu'il te faut et que tu n'as pas besoin et que tu peux gérer ton temps, surtout. Ça dépend où tu vis aussi. Ouais, parce que 2 000 €. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça dépend d'où tu vis. Mais dans le sens, c'est toi qui mets les critères. Parce qu'en fait, le problème avec l'argent et la réussite, c'est que tu ne seras jamais arrivé. Moi, mon premier objectif en tant qu'entrepreneur, c'était quand je donnais des cours de danse, je m'étais dit, ouais, je veux gagner 300 € par mois. Après, je me suis dit, plus tard, peut-être 1 an ou 2 après, waouh, ce serait fou si je gagnais 1 200 € par mois. J'ai réussi. Après, ce serait fou si je gagnais plus de 2 700 € par mois. J'ai réussi. Après, je suis monté à 6 000. J'ai réussi. 8 000. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le curseur, en fait, il augmente toujours. Donc, tu vois, au bout d'un moment, ça a été oui. Maintenant, il faut faire 120 cas l'année. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, l'entourage, c'est très important. Quel type de personnes on retrouve dans ton entourage? Des entrepreneurs. Et des entrepreneurs, encore une fois, je choisis vraiment les personnes que je garde près de moi. Je ne réponds pas à toutes les sollicitations. Et ce sont des personnes qui se bougent, qui ont des projets, qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à miser sur eux. Donc, c'est que des personnes comme ça que je veux autour de moi. Que des personnes comme ça. Donc, on aura beau avoir grandi ensemble, si tu me tires vers le bas, je suis désolé. On se verra qu'au mariage. Voilà. Et c'est pareil pour la famille. Ok. Ouais. Dans ton podcast, même dans les cours que tu donnes avec à Fatim, tu martelais sur le réseautage, l'importance du réseau. Comment concrètement, pour les personnes qui nous suivent, comment on se crée un réseau? Comment est-ce que tu te crées un réseau? C'est déjà en étant gentil, en respectant les gens qui sont autour de toi, parce que tu as déjà forcément un réseau, parce que tu as une famille, parce que tu as des amis, parce que tu as été à l'école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire ce que tu as dit que tu allais faire, parce que les gens vont parler, et si tu es quelqu'un qui n'est pas fiable, ça va se savoir. Encore plus dans des secteurs où tout le monde se connaît, comme la musique, le cinéma, même le milieu du droit dans lequel je suis un peu. Et après, moi, c'est ce que je faisais, depuis le lycée, c'est que j'allais rencontrer du monde. J'allais aux événements, j'allais à des conférences, je posais des questions, toujours. En fait, ça, c'est une petite astuce. Quand vous êtes à des événements, à des conférences, vous vous arrangez toujours pour poser la première question. Parce qu'il y aura toujours un moment où, oui, est-ce que quelqu'un a une question dans le public? Et moi, je la préparais en avance et je la posais en premier. Quand tout le monde était en train d'hésiter, oui, attends, est-ce que je pose la question? J'y vais. Moi, je prenais le micro, je posais une question. Ce qui faisait que je me faisais remarquer, que les gens dans la salle venaient me voir et aussi que les gens qui étaient sur scène me connaissaient. Et après, j'avais leurs contacts. Soit je leur proposais de venir sur mon podcast, ou à l'époque, j'étais sur un blog qui s'appelait Street View of Life, donc je leur proposais d'écrire un article. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai créé mon réseau. Les médias m'ont beaucoup aidé, énormément, d'avoir un média, et aussi d'aller constamment aux événements. En fait, au bout d'un moment, les gens vont savoir qui tu es. Et quand tu crées du contenu aussi, c'est un networking qui est extrêmement puissant. Dans le sens où, par exemple, j'étais à la Foire de Paris récemment, et il y a pas mal de personnes qui m'ont arrêté, qui m'ont vu, qui m'ont dit « Ah, je te suis sur Instagram ». Ou même parfois quand je suis dans le train ou quand je suis dans la rue. Ça fait que tu donnes une raison en plus aux gens de venir te parler, de savoir qui tu es. Et c'est ce qui va se passer, et c'est peut-être déjà ce qui se passe avec votre podcast. Là, les gens qui ont des logs ou qui s'intéressent aux logs, vous allez être incontournable. Fafalogs, ça va être le premier podcast et il va le rester pendant des années. Non, faut le dire. Moi, je suis pas dans le... Let's go. Et si tu devais noter ton réseau sur 10? En termes de qualité, de personnes, en termes de qualité, 10. 10. Ouais, 10. T'as un réseau vraiment en béton. Ouais, j'ai un gros réseau et de beaucoup de personnes différentes, de différentes sphères, de plusieurs industries. Et surtout, pourquoi est-ce que je mets 10? Parce que c'est pas la note la plus humble, mais parce que c'est un réseau que j'entretiens. C'est un réseau, si en général j'ai ton numéro, si on se croise dans la rue, tu vas savoir qui je suis, la plupart du temps. Il y avait des gens, juste, tu as passé ton numéro comme ça, et puis tu sais plus qui ils sont. Donc c'est parce que je l'entretiens. Pour moi, c'est très important
de garder ses amitiés, ses relations longtemps, toute la vie. Moi, je suis encore pote avec des gens avec qui j'étais en maternelle. Tant qu'ils investissent sur eux, c'est encore ça le critère, mais c'est vrai que, ce que tu dis, tu sors pas de ton chapeau. Hein. On t'a vu à l'œuvre juste avant le podcast créer un contact avec un avocat qui nous a entendu parler et tu as eu ce réflexe de partager, d'échanger vos contacts pour continuer ensuite. Ça va peut-être être une personne en plus qui va s'ajouter à ton réseau. Ouais, ou client. Ou client, carrément. Faut pas manquer d'opportunités. Oui. J'essaye de manquer aucune opportunité de communiquer quand il y en a certaines, notamment avec la télévision que je regrette un peu dernièrement, mais bon, on apprend. Mais sinon, les gens sont partout. Ouais. Les gens sont dans la queue de Franprix, de Carrefour, les gens sont au kebab, les gens sont au Festival de Cannes. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'en général, quand je suis dans des lieux publics, je fais attention, j'évite de mettre mes écouteurs. Ouais. Et je crois que j'avais lu ça dans une interview de Will Smith. Je pense que c'était lui, je ne suis pas sûr. Mais où il disait juste sors, va voir du monde et mets pas tes écouteurs. C'était le conseil qu'il donnait pour être un bon acteur. Et j'avais trouvé ça pertinent. Tu nous as confié qu'à plusieurs reprises, tu as eu envie de couper tes locks. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu passeras à l'acte ? Non. Franchement, ce qui pourrait me faire couper mes locks, c'est si j'ai une grosse calvitie. Ok. Si j'ai une grosse calvitie ou si là, il n'y a plus rien à faire. Et j'avais été approché par une réalisatrice pour un gros film, pour une grosse production. Elle m'avait dit, ouais, t'as le physique, t'as ça, il me faut quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Sauf que tu pourrais couper tes cheveux. Elle m'a dit ça comme ça, on était à Saint-Lazare et puis là, je me suis posé la question. Après, j'ai dit, ouais, en fait, non. Et d'autant plus que je ne savais pas, mais ce sont des choses qui se négocient avec les agents. Mais si je coupe mes cheveux, tu dois me faire un gros chèque parce que c'est des choses tout ça se négocie. Donc, c'est peut-être si j'ai une opportunité de fou et qu'il n'y a pas moyen, non, en fait, je ne les couperai quand même pas. Je pense pas. Je pense pas. L'huile de carapate, ça coûte cher. Sur toutes ces années. Ouais. Si on calcule. Ah oui. Aromazone. Quelle est ta définition de réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est... Pour moi, déjà, la famille, c'est important. Si tu as des enfants, c'est déjà que tes enfants te connaissent, premièrement. Ça, c'est déjà une sorte de réussite. De pouvoir créer des bons souvenirs avec tes proches, pour moi, c'est réussir sa vie. Pouvoir avoir ta propre définition de la réussite et pas celle qui est imposée par la société ou par une industrie, c'est réussir. Et ouais, pour moi, avant, c'était la définition que je donnais de réussir sa vie, c'était de partir vide. C'est-à-dire que tu as donné le maximum de ce que tu pouvais, tu as donné ton contenu, tu as donné ce que tu avais à partager. Moi, ma hantise, c'était de mourir et de ne pas avoir sorti de musique, par exemple. Mais là, je sais que si évidemment que je sois préservé, mais que s'il m'arrive quelque chose demain, moi, je suis cool. Dans le sens, je me dis, bon, il y a un livre, d'ailleurs, merci de l'avoir lu, il y a de la musique, il y a des vidéos, il y a 276 épisodes de podcast, ou 75, je ne sais plus. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, il y a des choses, il y a une trace. Donc, pour moi, c'est aussi ça, réussir sa vie, c'est laisser une trace. Et c'est pas forcément laisser une trace en étant Will Smith ou Michael Jackson. C'est laisser une trace, même juste en ayant eu des étudiants ou des choses comme ça qui se rappellent de toi et que tu aies pu avoir un impact. Juste que tu me dises que certains outils, dont je me rappelle pas, mais que je t'ai partagé, t'aident, moi c'est bon, je suis OK, la mission est réussie. Je suis complètement d'accord. Et ça rejoint aussi une phrase que j'ai entendue dans un podcast il n'y a pas longtemps, qui dit qu'une personne meurt lorsqu'on a oublié son nom. OK. Si ton nom est perpétué, t'es pas mort en quelque sorte. Aujourd'hui, Thomas Sankara, par exemple, est-ce qu'on peut dire ce mec il est vraiment mort quand son nom il est... tu vois. Après, le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on t'oubliera. Tout le monde ne sera pas Mozart. Tout le monde ne sera pas... Et c'est ça, là, parce que même, là, regarde, et c'est pas de moi, c'est Alex Hormozy qui disait ça, dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait que la reine d'Angleterre, ça fait peut-être un an et demi qu'elle est décédée. C'est la personne qui a sûrement eu le plus d'argent et de richesse dans ce monde, mais maintenant, un an et demi après,
on n'en parle plus tant que ça, tu vois, la vie continue et les gens font leur vie, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça, donc dis-toi que même si la personne qui a été reine pendant aussi longtemps, elle commence à être oubliée, toute proportion gardée, évidemment, c'est que, je vais pas dire qu'on n'est pas si important que ça, mais que la notion de perpétuité, c'est, tu sais pas, en fait, on va t'oublier. Déjà, est-ce que vous savez qui sont vos arrière-grands-parents? Ou même arrière-arrière-grands-parents? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils s'appellent? Est-ce que vous savez... Bah, toi, c'est magnifique. Ou tes arrière. Ouais, le mec, il est chiant. Il ne peut pas avoir tort. Arrière, grands-parents. Qui sont-ils? Par contre, ah bah, tu vois. Ouais, donc, la perpétuité, au bout d'un moment, elle va s'effacer. À part si vous faites des podcasts. Ouais. Merci donc, pour achetez mon programme sur les podcasts. Non, je rigole. Le mec, il est fou. Pour finir, Ouais. si tu devais définir tes locks en un seul mot. Liberté. Ok. Ouais. Merci, Toyi, d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup. Avec On a plaisir. aimé de partager cette heure avec toi. Merci. 1 heure déjà. Ouais, carrément. Merci à vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et aussi à nous suivre sur Instagram et TikTok, fafa.locks. Nous proposons des formations. Si tu veux apprendre à loxer ou à t'occuper de tes propres cheveux, aussi nous proposons bien évidemment des départs, des retwists, des réparations et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut. À bientôt. Merci beaucoup.